Alors Marion, Gilles. je suis content qu'on puisse faire ce podcast ensemble parce que ça a été compliqué de monter le rendez-vous. T'es pas toujours en France, entre deux trains, entre deux avions, c'est ça ? Pas mal. Pas mal. Entre deux enfants aussi. Entre deux enfants. Et surtout, je suis content qu'on puisse échanger aujourd'hui parce que dans ta société, tu as mis en place une stratégie donc, de contenu de marque qui est une forme de masterclass. C'est assez impressionnant ce que tu as fait. De ta part, c'est flatteur. Voilà. Et alors, je ne suis pas impressionné facilement, mais là, quand même, je reconnais que c'est vraiment très fort. Alors, qu'on en juge. Hein. Toi, tu es CMO, on va y revenir, hein, de Pool. Dis-moi si je me trompe. Pool, c'est une société qui propose des paywalls aux éditeurs de médias et aux marques. C'est ça. On est un éditeur logiciel, des solutions de conversion d'audience, engagement, conversion, rétention des audiences, et par conversion, notamment des paywalls. Paywall dynamique, c'est notre premier produit, ouais. Voilà, donc on va rentrer un peu dans le détail après. Et alors en ce moment sur ton site, tu as une vidéo avec les éditeurs du Wall Street Journal, de Condé Nast et même du New York Times. On était au New York Times, ouais. Voilà, qui félicitent sur la qualité de vos contenus. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est cool. C'est cool. Content. Ouais, je leur ai filé un chèque, hein, tu sais. Voilà, ça fait partie des questions que j'allais te poser, bien sûr. Et puis tu as, écoute, moi la nuit, ça m'arrive d'être réveillé par, tu sais, mon téléphone qui fait bing. Ouais. Et puis c'est un message sur un groupe WhatsApp d'un éditeur, d'un grand éditeur de la place, hein, qui donne une information, qui s'écharpe avec quelqu'un d'autre, etc. Tout ça, ça se passe sur le WhatsApp que tu as lancé toi, le WhatsApp de Pool. C'est ça. C'est-à-dire que les éditeurs de la place de Paris discutent sur ton WhatsApp. Ça, c'est quand même très fort. Et du coup, j'ai les 06 de tout le monde. Et tu as les 06 de tout le monde, et donc les gens discutent dans ton environnement. Donc en fait, l'idée, c'est que tu vas me raconter comment tu as fait ce tour de passe-passe, tour de magie, c'est ça l'idée. Très bien. Beaucoup de potions. Et donc moi, je te propose de parler justement de l'idée, de l'exécution, des chiffres du succès et de ta routine éditoriale. Ça te va ? Avec plaisir, Gilles. Merci de l'inviter. Bon, c'est bien comme introduction, ça. C'est super. C'est hyper flatteur. Bon. Alors peut-être, on va commencer par l'idée, mais peut-être on peut commencer par expliquer un petit peu, raconter un petit peu ton parcours. Oui. D'abord peut-être pour dire qu'on s'est connus, nous, on a travaillé dans la même boîte, pas en même temps. Si, en même temps. Non, je crois que toi, t'es arrivé en... J'avais 19 ans. Je t'ai croisé 3 mois. Voilà, alors peut-être... Juste avant que tu partes. Juste avant que je parte. TechPart. Exactement, TechPart Media devenu Story Jungle. Ouais. Depuis. Voilà. Et tu veux que je commence ? Alors peut-être rapidement, tu m'expliqueras peut-être un petit peu sur certaines de tes... Mais donc après cette société, donc une start-up qui était déjà sur des sujets de contenu, où tu es resté 1 an, tu t'as rejoint Elador en tant que CM, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Et ensuite, tu es allé au groupe L, tu es monté au groupe L. Lagardère. D'accord, groupe Lagardère qui possédait L. Et là, plus en tant que Digital Project Manager. Community Manager d'abord, c'était les 2 mois. Et après, je suis devenue PO, comme on dit. Et je me rappelle, c'est l'époque où les gens te venaient te voir en disant mais c'est quoi les réseaux sociaux là ? Ah oui, c'est quoi les réseaux sociaux ? C'est quoi Facebook ? Entre 2 fois où ils me demandaient de réparer leur clavier ou leur souris ou leur boîte mail, c'est quoi Facebook ? C'est ça, on était vraiment au début du truc. Et ensuite, tu as rejoint l'Obs où tu es resté 3 ans en tant que Digital Project Manager. Ouais, en fait, le groupe l'Obs, à l'époque, c'était l'Obs Challenge Sciences et Avenir et le Plus et Rue 89 qui venait d'être acheté. Et j'étais Project Manager, effectivement. C'était avant le rachat par Le Monde. C'était avant le rachat par Le Monde. Et Le Monde a racheté l'Obs en 2015. Moi, à ce moment-là, j'avais ma petite fille. Et j'ai eu ma petite fille. Et quand je suis rentrée de congé mat, il y a eu scission. Et moi, je suis partie côté Challenge Sciences et Avenir pour tout reconstruire. Dans le groupe initial. Et là, tu étais patronne du digital. Au début, non. Au début, j'étais responsable projet digitaux. C'est ma boss qui était directrice numérique. On a tout reconstruit toutes les 2. Et puis après, elle est partie et j'ai été promue à sa place. Ouais. Tu es resté quasiment 4 ans, c'est ça ? Pratiquement 4 ans. Donc c'est là où tu as effectivement commencé à te pencher vraiment sur les questions d'abonnement. C'était même un peu avant. C'était Christina Souriau, à l'époque directrice digitale de l'Obs, qui m'a mise sur les sujets de premium en 2015-2016, où pour l'Obs, elle m'a dit Marion, regarde ce que fait Le Monde. Ils avaient leur espace zen. Je ne sais pas si tu te souviens, tu te loguais quand tu étais abonné, tu avais tout le site en fond noir. C'est ça. Et avec la lecture super zen. Et voilà. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, sans pub, à ces sujets vers 2015-2016. Et après, à Challenge, on a lancé, on avait un paywall hard, on a lancé stratégie de paywall dynamique avec Pool.
Et c'est comme ça que j'ai rencontré, donc Pool, ma société actuelle, c'est comme ça que je les ai rencontrés. D'accord. Les gus. Pour les non-initiés, paywall hard, paywall dynamique. Ouais, paywall hard, c'est que un hard paywall, c'est un paywall qui bloque tout le monde, peu importe le contexte, peu importe le contenu, peu importe le profil de l'utilisateur. Un paywall dynamique, c'est un paywall qui va pouvoir ouvrir, fermer, semi-ouvrir, semi-fermer le contenu en fonction de tout un tas de critères, de device, est-ce que tu es sur ton ordi ou sur ton mobile, de profil, est-ce que tu es un utilisateur engagé, pas engagé, de contexte, est-ce que c'est un article qui parle de mode ou de sport, voilà. Et j'aurais 2-3 questions sur le sujet. Tu vas m'expliquer qu'est-ce qui marche en ce moment, justement, pour convertir. Mais ce n'est pas le sujet de la discussion, mais quand même, c'est intéressant. Ça peut intéresser, en fait, nos audiences. Juste pour finir ton parcours... Ouais. Après Challenge, tu montes ta boîte. Oui, donc je rencontre Pool à Challenge. Et tu deviens consultant pour eux, c'est ça? Je deviens consultante toute seule. Et un de mes jobs, 50% de mon temps à peu près, c'était de conseiller les clients Pool à utiliser les techno-Pool, donc techno paywall dynamique, pour les appliquer à leur strat d'abo. Et puis l'offre, on la monte avec les gars de Pool et ça prend hyper bien. Au bout de 6 mois, on se dit on va arrêter de faire les trucs à l'arrache, on va monter une boîte. On a monté une boîte qui s'appelait Underlines, qui a duré 2 ans, donc que je dirigeais, mais qui était une joint entre moi et la société Pool. Et puis au bout de 2 ans, on a fusionné cette boîte et Pool. C'est comme ça que je suis devenue associée de Pool et CMO. D'accord, associé CMO. Aujourd'hui, Pool, c'est combien de personnes? 35 à peu près. 35 personnes. Et donc, en 2022, vous décidez de lancer The Audiencers. Voilà. Alors, pensons-nous un petit peu sur la question. Alors, comment c'est venu? Comment le projet est né? Comment est venue l'idée? Alors, moi, quand je rejoins Pool à peu près 3-4 ans après sa création. Donc, il y a quand même déjà quelque chose. Il y a déjà une strat market qui est en place. Et en l'occurrence, il y a déjà un blog. Il y a un blog sur lequel l'équipe en place publie des articles, et plutôt des articles pas promotionnels et pas regardez Pool, on a fait ça, plutôt des articles comment convertir, benchmark de ci, benchmark de ça. Évidemment, nous, la conversion d'audience, c'est quand même notre taf. Et donc, même l'équipe de Pool mettait son propre data wall, donc quelque chose qui bloque le contenu, il faut laisser ses coordonnées professionnelles pour accéder à l'article, le mettait sur ses articles de blog. Et en fait, c'était notre stratégie d'acquisition de leads. Enfin, c'était la stratégie d'acquisition de leads de Pool via un blog. Donc moi, quand j'arrive chez Pool, il y a déjà ce truc qui est en place et qui marche. Et qui marche d'ailleurs assez bien. Et on voit à chaque fois qu'on publie un article, évidemment, le wall tout le temps, on le gate. Et il y a du lead qui tombe. Derrière, pour parler juste un peu boutique geekerie, quand quelqu'un veut lire l'article, qui rentre ses coordonnées, derrière, on a fait un tuyau, ça arrive sur Slack, notre messagerie interne, et on sait qu'il y a bidule de telle entreprise qui vient de débloquer tel article sur notre blog. Et donc, si c'est un prospect avec qui on est en instance de vente, par exemple, en cycle de vente, ça permet de passer un coup de fil direct, ça permet de comprendre le momentum d'achat, du cycle d'achat. Si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est super, c'est un nouveau C'est pas branché sur votre CRM? Et si, bien sûr, c'est branché sur... ça va direct chez HubSpot. Sur HubSpot, ok, d'accord. Et ça, vous l'avez enlevé, en fait alors non, ça existe toujours. Aujourd'hui, les articles de The Audiencers sont accessibles... Non, ils sont gaietés aussi. Ils sont gaietés? Ah, c'est parce que j'ai déjà rentré mon truc, c'est pour ça. Ils sont gaietés, c'est que tu as dû tomber, dû rentrer une fois. Et voilà, et donc cette stratégie de blog, elle existe déjà, elle marche bien, et on se dit, puisque ça marche bien, on n'a qu'à voir plus grand, et on n'a qu'à faire plus grand, plus gros, et on va accentuer, et donc on va faire un média de marque, de manière plus large, donc de marque, parce qu'évidemment on est une société. Donc d'où The Audiencers, la même chose que le blog, le même principe de publier du contenu pour faire de l'acquisition de leads, mais de manière plus grosse et en décorrélant la marque Pool. C'est ça, parce que vous avez lancé effectivement un site satellite, donc voilà. Qui s'appelle theaudiencers.com, l'URL, donc rien à voir. Enfin, Pool n'apparaît pas là, Pool n'apparaît pas dans le header, c'est le logo The Audiencers seulement. On a évidemment beaucoup hésité, est-ce qu'on met The Audiencers by Pool, The Audiencers by Pool and Friends, bref, on est passé par 1000 phases. Et puis, si tu veux, je rentrerai dans le détail après de pourquoi on a décidé de finalement pas du tout montrer la marque Pool. Vous découplez complètement les deux. A découplé, alors on le cache pas, tu cliques sur qui sommes-nous, on voit tout de suite que The Audiencers est le média de Pool, et puis sur nos profils LinkedIn à tous, on a les 2 jobs, Audiencers et Pool, donc on le cache pas, mais on l'affiche pas dans l'header. Ouais.
D'accord. Et ça, tu penses que ça vous a aidé pour développer la confiance avec votre communauté? La confiance et le trafic aussi, parce que une des... alors, pareil, si tu veux, on rentre dans le détail de comment on exécute, mais on est là pour ça. La stratégie de contenu sur The Audiencers, elle est sur plusieurs piliers. Le premier, il y a une partie d'articles, c'est nous qui les produisons, mais 50% des articles de The Audiencers, c'est des articles de la communauté, c'est des articles de gens qui sont dans notre marché, qui sont soit des prospects, soit des clients. Des contributeurs. Et des contributeurs. Et les contributeurs, jamais de leur vie, ils auraient accepté d'écrire pour Pool, pour un blog d'entreprise. C'était mort, ça marchait pas. Et en fait, donc, pour qu'ils acceptent de venir chez nous, moi, j'étais obligée de décorréler cette marque. Et ensuite, le fait qu'ils acceptent de venir chez nous et de publier chez nous, ça me fait profiter de leur réseau, parce qu'une fois qu'ils ont publié, ils sont tout contents de partager sur leur propre réseau, leur LinkedIn. Et donc, ils m'offrent leur réseau à eux, et ils me font venir du monde comme ça. Et puis la cible parle à la cible. Et voilà. Et c'est pas moi qui suis descendante. Et historiquement, c'est le positionnement de TechPart Media. Prenez part aux médias, et l'idée, c'était, juste une petite parenthèse, on montait effectivement des blogs participatifs, alors sans paywall, pour effectivement monter des communautés au sein de médias tiers ou au sein alors pas de sites de marque effectivement, mais plutôt d'opérations qui vont être hébergées, d'opérations de marque hébergées par des médias. On a beaucoup fait avec par exemple Le Monde ou Les Échos. Alors si on revient un cran en arrière, donc objectif, générer du lead. Générer du lead, notamment. C'est pas que ça. Si tu veux, j'ai relu ma petite note de projet là avant qu'on démarre. On a 5 objectifs. Premier, on voulait se positionner comme principal sachant sur notre cible. Sur notre sujet de la conversion d'audience, on n'a pas beaucoup de concurrents. Notre boîte tech n'a pas beaucoup de concurrents, ni en France, ni dans le monde. On voulait se dire, tiens, j'ai un problème en tant qu'éditeur média, j'ai un problème de conversion d'audience, tiens, je vais aller voir les gars de Pool, parce qu'eux, ils savent. Donc, se positionner comme principal sachant. On voulait centraliser les requêtes autour de notre problématique. Sujet SEO de base. Tiens, j'ai une question, je vais aller chez The Audiencers, ils ont probablement la réponse, d'être top of mind là-dessus. On voulait évidemment rendre un service à nos clients et à prospects. Et faire maturer notre marché. Ça, c'est important parce que autant on est leader sur la cible éditeur de presse classique, autant sur les médias de marque, le fait de faire du gated content, donc de mettre des walls sur du contenu en tant que média de marque, c'est pas du tout très développé encore. Très peu de gens le font. On se doute bien que, on pense que ça va être un marché pour nous, mais c'est pas un marché qui est immédiat. C'est un marché peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, on voulait commencer à publier du contenu là-dessus pour faire maturer nos prospects. In fine, ce qu'on cherche à faire, c'est rendre évidente la décision d'achat des solutions Pool. Avec tout ça. Et donc c'est ça l'objectif. Oui, ça passe par l'acquisition de leads, mais c'est surtout une idée d'image, de rendre, tiens, j'ai un problème, j'ai besoin d'un paywall ou j'ai besoin d'un outil d'engagement, je vais prendre les gars de Pool parce qu'ils savent de quoi ils parlent. D'accord. Donc plutôt catalyser les débats sur votre marché et donc vous positionner comme effectivement le leader, le référent sur ces sujets. C'était plutôt ça. C'est ça. La cible, plutôt les éditeurs. Éditeurs médias et médias de marque. Et éditeur média de marque. D'accord. On va revenir sur la partie média de marque tout à l'heure dans l'exécution, ça m'intéresse, j'ai quelques questions aussi. Et du coup, la tactique, ça a été donc aujourd'hui The Audiencers, c'est donc un site média, une newsletter, une communauté WhatsApp. Et des conférences. Et des événements, Des événements. On appelle des festivals. Des festivals. Tout ça, vous avez... Et bientôt une émission live. Et bientôt une émission live, d'accord. Tu auras l'info en avant-première. Alors, comment vous avez conçu tout ça ? À l'arrache. C'est à l'arrache. Suivant nos envies. J'adorerais avoir une méthodologie très intelligente à raconter aux gens qui vont nous écouter, mais ce n'est pas le cas. Le site, on l'a lancé, il est bilingue. Je suis en train petit à petit de lâcher la version française parce que même si j'adore écrire en français et faire tout mon boulot en français, on fait quand même pas ça pour l'amour de l'art, c'est quand même un business. Et aujourd'hui, pour Pool, la cible France n'est plus prioritaire, enfin on est déjà bien implanté. Et donc je suis en train de baisser la version française. Mais donc, pour revenir sur les supports. On a effectivement un site web, donc en français et en anglais. Ma collègue Madeleine s'occupe de la version anglaise. Moi, je m'occupais de la version française. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? La newsletter, ça coulait de source. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, en français et en anglais. Tous les articles sont donc gatés pour récupérer quand tu unlock un article, ça t'abonne par défaut à la newsletter. C'est notre façon d'acquérir des abonnés ici. Ensuite, les événements.
Franchement, l'idée des événements, elle est venue, si je suis tout à fait honnête, un jour où Madeleine et moi, on glandait chez moi un dimanche, et puis on s'est dit, tiens, tu veux pas qu'on fasse ça, ça a l'air marrant. Et vraiment, c'est venu comme ça. On a commencé à regarder, il nous faudrait une salle gratuite. Enfin, on n'avait pas de thunes particulier. Moi, jamais dans mon plan marketing de l'année, j'avais dit que j'avais besoin de thunes pour faire des événements. Donc, j'avais pas de thunes. Les événements, tu les fais chez tes clients, en fait. Ouais. Chez tes partenaires. Comme ça, j'ai la salle gratos. Enfin bon, c'est quand même pas mal d'organiser un événement au New York Times, par exemple. Ouais, c'est cool. Alors, c'était pas tout à fait gratos au New York Times, mais c'était pas cher. C'était $2000. Donc, Ah oui, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Parce que j'ai été crise des médias. Non, j'ai été sponsoré. On a été sponsorisé sponsored par une employée du New York Times avec qui on avait copiné à Vienne, qui a dit ouais, eux, ils sont super, faut leur passer la salle. Donc c'est celle qu'on voit dans la vidéo et qui dit du bien de vous, là, c'est ça? Non, même pas. En plus, elle est même pas venue à l'event, finalement. Mais mais toute notre stratégie, et en vrai, j'aime bien ce genre de moment, et je te remercie pour l'invite, parce que ça permet d'avoir un regard un peu loin sur ce qu'on fait, mais tout arrive un peu suivant les envies et ce qui nous semble juste. Les événements, on a commencé par un aux écoles parisiennes en septembre l'année dernière. Ensuite, on en a fait un à Londres en octobre. Et puis ensuite, on s'est dit, on va se reposer. Et je sais pas comment, en février, on en refaisait un à Madrid. Et puis là, je reviens tout juste, c'est pour ça qu'on a eu tant de mal à caler ce moment. Je reviens tout juste de New York et Toronto, où on a refait des événements aussi là-bas. Ouais. Et à chaque fois, on les fait parce qu'il y a une opportunité. Il y a quelqu'un qui nous dit, ce serait bien de venir le faire. À chaque fois, c'est 100, 150 personnes dans la salle. Quelques sponsors pour quand même financer le catching, parce que personne m'offre les verres de vin et les pizzas, j'ai remarqué. Ouais. J'ai essayé, mais ça marche pas. Alors, on va y venir dans l'exécution. J'ai vu que vous avez fait un crochet par Atlanta aussi, c'est ça? Oui, mais ça, c'est juste, j'étais invitée à parler à une conf. D'accord. C'était pas un événement à nous. Alors, juste pour rester sur la partie un petit peu conception, donc c'est venu un petit peu de façon un peu opportuniste et avec l'idée quand même que chaque canal va nourrir l'autre. Oui, c'est l'idée. Il y avait des besoins qui étaient identifiés. Le virtuel ne suffit pas, il faut rencontrer les gens, par exemple. Je mentirais si je te disais que j'avais réfléchi à ce truc. J'ai pas réfléchi, je l'ai senti. C'était juste à un moment, j'ai senti de le faire. Ouais, ce serait cool de le faire. Pas mal d'éditeurs qu'on croise, mais parce que ce qui est génial avec ce média, c'est que je passe mon temps à faire des déj et des cafés avec plein de monde qui du coup me racontent leurs problèmes et certains ont des solutions aux problèmes d'autres. Et on me dit mais si je mettais tout le monde dans la même salle, mais ce serait quand même tellement plus facile. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est à force de prendre des cafés, on se dit allez on met tout le monde et ça va être chouette. Mais le truc fou, c'est quand même c'est tout le monde. Ils sont un peu concurrents aussi. Alors, ouais. C'est une concurrence qui est peut-être pas aussi sauvage que dans d'autres sur d'autres marchés, mais quand même on est quand même sur. L'attention des gens n'est pas extensible. Non, je suis pas sans l'ignorer. Et pourtant, ça leur plaît de. Écoute, je sais pas, ils doivent me trouver rigolote, alors ils viennent quand même. Mais non, mais c'est le deal. Je sais que certains sont concurrents. L'autre jour, on a fait un workshop dans nos bureaux. C'était hyper sympa. Il y avait 2 boîtes, 2 médias pro, mais hyper concurrents, hyper photos. Et ils étaient les deux. Ouais, alors moi j'ai fait ça avec mon paywall, moi j'ai fait ça. Et toi, tu fais comment? Moi j'ai fait ça. Et j'étais là, je regardais le truc. C'est trop beau. C'est-à-dire que voilà, il y a quand même une entraide parce que les gens ont des objectifs et ils vont quand même s'entraider pour essayer d'atteindre. Je pense qu'on est aussi sur un secteur qui va pas hyper bien, on va pas se mentir. Et on est sur une cible. Moi, je pense pas que The Audiencers, je pense pas qu'on parle aux CEO des gros médias français ni internationaux. On parle à la strate juste en dessous, la Next Generation of Media Leaders. Je pense que ma cible, c'est ces gens-là, c'est des gens de 30, 35, 40 ans qui sont pas encore big boss de médias, qui le seront dans 10 ans, mais qui sont juste en train d'apprendre le métier et de comprendre. Qui sont au marketing, au revenu, etc. Ouais, voilà, à la data, un peu la tech aussi. On a quelques CTO, data, tech, revenus et un peu d'éditoriaux aussi. D'accord. De gens, des red chefs qui s'intéressent un peu à comment monétiser le contenu. Oui, j'ai vu des red chefs de médias peut-être un petit peu plus petits qui ont donc une vision un peu sur l'ensemble des sujets. Et juste peut-être une dernière question avant de passer à l'exécution. Est-ce que aussi l'idée, est-ce que finalement le timing n'a pas été bon? Parce qu'il n'y a pas de Digiday français par exemple. Ouais. Et donc est-ce que finalement tu n'as pas comblé un manque avec de façon un petit peu opportuniste et un peu. Il y a Mind Media qui fait du super boulot. Il y a vous, Story Jungle, vous faites plein de choses bien. Merci. Et effectivement, je pense qu'il y avait un trou à cet endroit-là pour les éditeurs. Et je dois avouer que j'ai déjeuné, si tu veux une petite anecdote marrante, il y a 2 ans, donc avant d'avoir cette idée, je déjeune avec un éditeur français bien en place. Et à la fin du déjeuner, je sais plus, il me glisse oui, alors c'est vrai que moi je suis un peu dans. Bon, il y a un WhatsApp des directeurs digitaux des médias en France, un peu, tu vois, la crème de la crème. Et il me le dit un peu de cette façon, c'est un peu la crème de la crème. Et
Et ça m'a trop rendu jalouse. Je me suis dit, c'est quoi ce groupe WhatsApp avec la crème de la crème, des trucs. Et donc, c'est resté dans ma tête. Et je pense que ça a tourné dans ma tête 1 an et demi, jusqu'à ce qu'à un moment, je dise non, mais c'est bon, c'est moi qui vais faire le WhatsApp avec la crème de la crème. Est-ce que t'es rentré Non, j'ai jamais su qui était admin de ce putain de WhatsApp. Du coup, j'ai fait le Il existe encore on t'en parle ou pas? Je n'ai pas de nouvelles sur WhatsApp. C'est peut-être une théorie du complot. Peut-être, on sait pas. En tout cas, ça m'a motivé à lancer mon propre WhatsApp. On est 500 maintenant dans le groupe. Ouais, c'est ça, j'ai regardé 483, enfin 500. Et puis en plus, tu fais. Mais on va y venir dans l'exécution, parce que j'ai l'impression que tu fais un peu videur à la porte quand même, non? Parce que j'imagine qu'on doit te demander de rentrer, et voilà, tu vas te société. Tu fais. Voilà, c'est ça. Avant quand même de passer à l'exécution, tu disais, et donc bientôt un live. Et donc bientôt un live. Alors c'est quoi avec l'idée, c'est j'ai même pas prévenu que j'allais en parler ici. Il va me tuer, mais du coup ça va le forcer à le faire. Voilà, ça va faire c'est dans le fil AFP de cet après-midi. Parce qu'on n'a pas commencé. Le projet, c'est un Audiencers. C'est pour ça que tu sais, avant qu'on commence, je t'ai dit il y a bien un S à Audiencers, et c'est important parce que ça veut dire la communauté. Pour moi, Audiencers, c'est les gens qui bossent avec des audiences. Bref, donc c'est un Audiencers très actif sur le groupe et dans tous nos événements. Quelqu'un qui a un super job et qui est très intelligent et très sympa, bref, qui un jour m'a dit j'aimerais lancer une émission live autour du produit. C'est quelqu'un qui est sur un job plutôt produit chez un média. Et il me dit je me demande est-ce que je le lancerai, soit je le lance tout seul de mon côté, mais ça va être un peu parallèle, un peu concurrent, un peu overlappé avec les sujets des Audiencers, soit je le fais avec toi. Et je lui dis viens, on le fait ensemble. Et du coup voilà, donc ça va être, je pense, la plateforme sur Twitch. Je pense sur Twitch avant autre chose, mais peu importe. Je vais essayer de faire en sorte, si j'y arrive, c'est pas dit, que ce soit réservé que aux gens qui ont créé un compte sur Audiencers, parce que j'essaye de suivre les conseils qu'on donne à tout le monde. Ça, je suis pas sûr que tu puisses le faire sur Twitch. Et ben, je sais pas. Parce que sur Twitch, les gens peuvent s'abonner, enfin un peu. Moi, j'ai un login Auth0 sur. Bon, là, on parle boutique, mais. Je sais pas, bon. Et voilà. Et donc, ça va être l'idée Pourquoi Twitch et pourquoi pas LinkedIn, par exemple Parce que je veux que ce soit logué. En fait, mon sujet, c'est que je veux que ce soit que les gens de la communauté The Audiencers qui puissent avoir accès à ce live. D'accord. Donc ça pourrait être LinkedIn, si LinkedIn me permettait de faire un gate au... Alors sinon, c'est les webinaires, c'est les plateformes de webinaires. C'est moins sexy, mais c'est Livestorm, des trucs comme ça. Ouais. Enfin bon, bref. Mais bon, donc l'idée, c'est que cette personne, qui s'appelle Max, je le dirais, je dis pas son nom de famille. D'accord. Max, c'est un nom d'emprunt. C'est un pseudo. Non, c'est Max. Son vrai prénom. C'est son vrai prénom. Donc on peut trouver quand même. Max va prendre les questions de la communauté The Audiencers, là on vient de lancer les commentaires aussi la semaine dernière sur The Audiencers, sur le site. Donc les questions qu'il y a dans les commentaires, qu'il y a sur le WhatsApp, qu'il y a un peu partout, et essayer d'y répondre, de prendre les sujets qui buzzent un peu en ce moment dans la communauté. Enfin, qui buzzent. Quelle horreur, j'ai utilisé ce mot. Tu comprends. Et d'essayer d'y répondre, soit tout seul, soit avec des invités, mais dans un magnifique studio, peut-être un peu moins beau que le tien, mais bon. Et la date de lancement ? Je sais pas, quand on a le temps. Quand on pourra. Très bien. Alors passons à l'exécution. Ouais. D'abord, en termes d'équipe, vous êtes combien à travers... Alors, je sais que vous êtes 2 rédactrices en chef avec Madeleine White, tu l'as cité, donc MW. Tout à fait, les deux blondes. Ouais. Voilà, alors ça, bon. Ok. Et sinon, vous avez des équipes qui travaillent en fait sur le projet éditorial ? Des équipes fantômes, voilà. Non, c'est que Madeleine et moi. D'accord, vous êtes à 2 ? Ouais. Pour produire l'ensemble des contenus qui paraissent sur le média, d'une part, et pour monter en fait les différents événements que vous réalisez. Ouais, on fait tout que à 2. D'accord. Mais ça veut dire que le projet prend une part quand même très significative dans ton activité de CMO. Oui, mais il ne s'oppose pas. C'est-à-dire, on m'a souvent posé la question, comment tu te débrouilles avec ton job de CMO de pool et ton job de The Audiencers ? Voilà, en fait, je te la pose. The Audiencers, c'est mon haut de funnel. C'est mon haut de funnel d'acquisition de notoriété et d'acquisition de leads. Ouais, même de considération. Et de considération, Et ensuite, une fois qu'on a chopé les leads, on a tout un cycle de nurturing où là, j'ai une SDR, voire bientôt 2 SDR, qui s'occupent du nurturing et d'essayer
de faire maturer les leads. Mais sinon, sur le haut de funnel, effectivement, le contenu, le WhatsApp, les events, on est que toutes les deux. Parce qu'en tant que CMO, je fais un pas en arrière, mais c'est important. Ce qu'on attend de toi, c'est quoi? C'est des rendez-vous qualifiés? Ouais, c'est des rendez-vous qualifiés. Moi, mon KPI ultime, c'est les R1, nombre de R1. C'est le nombre de R1. Donc, ça doit faire partie quand même ça doit être dans ton radar, dans la... Ah bah c'est complètement dans mon radar. Dans la production des... C'est juste que The Audiencer, c'est le haut du funnel et le R1, c'est le bas. Ouais. Mais le but, c'est considération, comprendre pool. D'ailleurs, j'ai pas de mal à avoir du trafic et j'ai pas de mal à avoir des inscrits newsletters et des leads qualifiés avec The Audiencer. Ça, c'est une machine qui marche très très bien. Mon problème, il est plus sur le milieu de funnel, parce que quelqu'un qui s'abonne à la newsletter The Audiencers, c'est pas un prospect qui est hyper chaud pour acheter un paywall. Et donc, comment je fais pour transformer un lecteur The Audiencers en prospect chaud pour pool? Bah là, moi, c'est là où je galère un peu. Il y a probablement d'autres directeurs marketing, leur souci, c'est l'acquisition de lead au départ. Moi, c'est la transformation au milieu. Et c'est peut-être là que le live peut être intéressant. Peut-être. Pour être un peu dans des cas un peu concrets. Faudrait que tu me donnes des conseils pour ça, parce que j'en ai jamais fait. Voilà. Alors, donc en termes d'équipe, vous êtes 2. Ouais. Donc, ok. Et aujourd'hui, le poids du corps est plutôt sur l'international, ce que tu disais. Oui, c'est Madeleine qui va avoir un rôle assez important de rédaction. Oui, en fait, maintenant, c'est réparti les rôles. Avant, je faisais tout ce qui était francophone, elle faisait tout ce qui était anglophone. Ouais. Et là, comme on est en train de baisser beaucoup sur le francophone, Madeleine fait tout ce qui est éditorial, je fais tout ce qui est thune. Voilà, si je résume. Tout ce qui est thune. Non, mais tout ce qui est logistique, thune, partenariat, dans tous les sens. Elle s'occupe du contenu. Alors, je suis là pour l'épauler quand elle a besoin. Mais voilà, je fais le cadre, elle fait le fond. Vous êtes à quel rythme de publication, globalement? 2 articles par semaine, aujourd'hui. 2 articles par semaine qu'on va retrouver dans la newsletter. Mais la newsletter, c'est une newsletter qui est conçue quand même... tu les comptes pas dans les 2 articles. Non, c'est la newsletter en plus. C'est la newsletter en plus, en fait. Voilà. Et qui est parfois, suivant le temps qu'on a, parfois juste une curation de ce qu'on a posté, et parfois on réussit à faire quelque chose d'un peu plus solide dans la NL. Oui, parce qu'il y a aussi un travail un peu d'analyse aussi que vous faites. Donc le contenu vient d'où? De nos déj et de nos cafés. D'accord. Donc vraiment. Non, après on fait pas mal d'interviews. Là, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est quand même assez serviciel. Vous rentrez un petit peu justement dans la cuisine, dans ce qu'il faut faire. C'est exactement ce que je compte faire. Moi, je veux être un service. On dit média, mais moi, ce que je veux vraiment être, je veux être un service pour... En fait, si je suis pas un service, si je sers à rien, je sers à rien. Les gens viennent pas. Donc, je veux vraiment que quand quelqu'un de ma cible, un éditeur média ou de média de marque, a un problème, ils viennent chez moi sur The Audiencers en se disant il y a probablement la réponse à ma question. Ou si je pose la question dans la communauté, alors j'aurai une réponse de la communauté. Je veux être utile. Si je suis pas utile, franchement, ça sert à rien du tout. Moi, je fais pas de pub. Je fais pas ça pour l'amour de l'art. Je veux rentrer en contact avec les gens. Et tu posais la question sur comment vous faites le contenu. Donc la semaine dernière, j'étais à Atlanta, donc je parlais au Mather Economics Symposium, et j'ai assisté à leur conf aussi. Et il y avait une conf qui était géniale sur les pricing des abonnements, et notamment les pricing dynamiques des abonnements chez Éditeur Média, qui est un sujet qu'on aborde très très peu en France. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas pour l'instant, ça prend pas. Et il y avait une nana de Hearst qui racontait que pour telle cible d'utilisateur, elle mettait tel prix d'abo, telle autre cohorte, elle mettait un autre prix d'abo. Un peu comme les sièges des avions, quoi. Exactement. Le type d'à côté, il paye pas la même chose. Il n'a pas du tout payé la même chose que toi. Ouais. Et donc, elle racontait toute sa stratégie sur les titres. J'ai vu passer ton post, ouais. Et c'était vraiment, vraiment passionnant. Et donc, dans la salle, j'ai pris des vieilles photos, là, des slides, qui étaient un peu moches d'ailleurs, mais bref, je les ai balancés sur le groupe WhatsApp, t'as dû voir. Et je vois qu'il y a pas mal de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi sur le groupe WhatsApp. Et voilà, qu'on dit, mais c'est intéressant, et qu'il y avait plein de questions complémentaires. Et du coup, ensuite, je suis allée voir la fille de Hearst et je lui dis j'ai une petite communauté en France, machin, j'ai des questions, et donc j'ai une interview la semaine prochaine. Et donc voilà comment ça s'est fait, par exemple, tu vois. Donc là, je vais prendre, la semaine prochaine, quand je vais lui parler à Kelly, je vais prendre les questions du WhatsApp et je vais faire une interview avec les questions de la commu. Les questions de la commu, d'accord. Oui, parce que on l'a pas bien dit, mais finalement, toi, avec The Audiencers, ce que tu as d'abord essayé de monter, c'est une communauté. Vous aviez déjà cet objectif en tête? C'est venu au fil de l'eau. Ouais, d'accord. C'est venu au fil de l'eau. Mais tu disais, ma début de carrière, c'était community manager. Je crois que je suis community manager un jour, community manager toujours. Toujours. D'accord. Ça n'a pas changé. Bon, alors, comment on monte des événements? Alors, dans des pays dont on ne maîtrise pas la langue, l'Espagne, par exemple, je crois. Ça, c'était très drôle, DeepL, merci. Et 2, de l'autre côté de l'Atlantique, avec des médias qui
voilà, qui aurait pu en intimider plus d'un. Le New York Times, c'est pas... On fait quoi, on appelle le Standard? On est inconsciente. Non, je te dis, l'inconscience. Encore une fois, j'ai pas de méthodologie. Alors, comment ça s'est fait? Alors, comment ça s'est The monté? Audiencers en Espagne, donc à Madrid, on était en février. C'est quand même un peu de méthodo, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec un consultant qui s'appelle Pepe Cerezo, qui est génial, qui nous a dit, vous connaissez personne en Espagne, ce qui était vrai. Vous ne parlez pas espagnol, ce qui était vrai. Et il a dit, je propose de vous aider. Il nous a fait un devis qui était largement acceptable. Et en gros, le devis, c'est pour être mes yeux, mes bras, mes oreilles sur place, amener son réseau, parce que lui, c'est un consultant dans les médias depuis toujours. Et donc, lui, il a fait venir, il a trouvé la salle, il a trouvé le catering, il a trouvé... Ah non, le photographe, c'est moi. Mais bon, bref, il nous a aidés sur l'orga. Et puis, il a fait venir son réseau à l'event, qui a été, franchement... on était très contents, c'est un succès. 150 éditeurs médias sont venus, 150 éditeurs médias qui n'avaient pas une once d'idée de ce que pouvait être Pool avant l'événement, et qui en sortant savaient très bien qu'on faisait des paywalls dynamiques et que la prochaine fois qu'ils auraient un besoin, ce serait chez nous. Et il a représenté The Audiencers, parce que j'imagine que c'était en espagnol. C'était tout en espagnol. D'accord. Et quelqu'un dans l'équipe parlait espagnol? Oui, on a une fille dans l'équipe qui est Jimena, qui est espagnole. D'accord, donc vous aviez quelqu'un qui a participé à l'événement. Ouais. Et puis Madeleine s'est mise à l'espagnol, elle est partie 3 semaines au Guatemala avant, et elle s'est mise à l'espagnol, et elle a fait l'intro en espagnol. Ça, c'est de l'engagement. Ouais, c'est de l'engagement. C'est comme ça qu'on fait les trucs. Avec du cœur et de l'inconscience. Et donc le New York Times, tu l'as dit, c'est une rencontre avec quelqu'un qui vous a facilité Alors, New York Times, au début, au moment où on se dit on veut faire un truc à New York, on se dit on connaît personne à New York, et personne nous connaît, personne nous attend, on peut pas le faire seul. Donc la première étape, en fait, c'est qu'on a pris un partenaire qui s'appelle Chartbeat, que plein d'éditeurs connaissent ici. Et les statistiques. Les statistiques en temps réel des sites médias. Les gens de Chartbeat, on les croise sur tous les événements internationaux. On s'est bien entendu avec leur directrice des events, Mélissa, et donc on dit à Mélissa, tu veux pas qu'on fasse un truc ensemble à New York? Eux, ils sont à New York. Enfin, Mélissa, notamment tu es à New York. Tu t'occupes de tout ce qui est logistique, salle, photographe, catering, faire venir les gens. Et nous, on s'occupe du contenu. C'est en français, ils vont pas comprendre. Bon, ça s'est pas exactement passé comme ça, c'est-à-dire qu'on a tout fait. Et le New York Times, en fait, Chartbeat a vachement galéré à trouver une salle, et au bout d'un moment, ça commençait à m'énerver, et je me suis dit, bouteille à la mer, c'était un dimanche soir, je venais de coucher les enfants, et j'ai écrit au New York Times directement. Donc l'adresse, c'est conferencecenter@newyorktimes.com. Et je récupère cette adresse en me disant, mais j'ai aucune chance. Bon, j'essaye de faire un mail, je fais un peu de name dropping un peu partout. Je me dis, j'ai aucune chance. Et lundi à 14h, là, quand les Américains se lèvent, je reçois un email. Yeah, Marion, happy to. C'est fou. Et en fait, ce qui avait joué en notre faveur, c'est qu'on avait rencontré un congrès de la WANIFRA l'année dernière. On avait rencontré Paige Collins, qui était à l'époque la Head of Newsletter du Times, avec qui on avait super bien sympathisé. Madeleine avait passé le week-end avec elle à se faire des restos à Vienne. Elles étaient 2 nanas seules à Vienne. Elles ont sympathisé, et Paige a dit ouais, ces filles, je les connais, c'est bien ce qu'elles font. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir le New York Times. D'accord. Et à des prix, effectivement. Ouais, $2 700 précisément la salle. Franchement, si tu vas faire un événement dans un hôtel à Paris, on en fait quelques fois. C'est plus cher. Hein. Et là, on est au 15e étage avec une vue de malade. Puis c'est le New York Times. Et puis, c'est le New York Times. Les mecs qui viennent du New York Times, c'est quand même, ça fait partie de l'expérience. Ouais. Ok. C'est encore trop tôt, évidemment. J'ai prévu de te poser la question dans la section chiffres, mais c'est encore trop tôt pour voir les retombées, parce que c'est difficile quand même de se lancer sur des marchés, parce que vous êtes basé en France. Sauf Jimena, l'espagnol, qui est en fait basé à New York. D'accord, ok. Donc vous avez quand même quelqu'un représentant sur place. Là, mais vous avez senti possible de rentrer sur ce marché américain? Oui, alors on n'y va pas sur les événements internationaux, on n'y va pas en se disant on va rentrer un max de R1 tout de suite. On y va surtout en se disant que les gens sachent qu'on existe et aient en tête ce qu'on fait. C'est le premier des objectifs. Parce que vraiment personne ne nous connaît, donc de comprendre que Pool existe et Pool fait des outils d'engagement et de conversion d'audience, voilà, c'est le principal objectif, qui est très peu mesurable d'ailleurs. Enfin, j'ai un post-event survey qui me permet de mesurer un peu ça, mais bon. Après, on a quand même quelques R1, et tu vois, je faisais le post-mortem hier, et donc si on revient de notre tournée américaine, là, 10 jours, New York, Atlanta, Toronto, 8 R1. Ah oui, quand même, d'accord. Donc, c'est pas mal, on est content. Donc il y a des choses qui sont tombées. Ouais, donc il y a des choses qui se passent, et chez des médias, alors pas le New York Times, mais chez des médias assez solides, ouais. Ok, passons au groupe WhatsApp. Ouais.
Peut-être avant sur les événements, tu dis, Oui. le prochain c'est à Londres, c'est ça? Le prochain, c'est à Londres fin juin, début juillet. On va en avoir un deuxième à Londres à la rentrée, septembre-octobre par là. C'était au Guardian la dernière fois? Non, la dernière fois, non, c'était c'était... The Drum. Ouais, c'est The Drum. Ah bah, tu te D'accord. souviens mieux que moi. Et non, là, ça va être au Daily Mail, a priori. Daily Mail, On est en d'accord. train de négocier ça, mais Daily Mail. Le groupe WhatsApp. Ouais. Donc tu dis, voilà, t'entends parler d'un groupe WhatsApp avec la crème de la crème, tu te Ça dis, m'énerve. ça t'énerve. Un jour, tu lances. Comment tu fais pour monter ce groupe et qu'il soit quali? Alors, en fait, je le monte à l'occasion de notre premier festival. D'accord. Je le monte la veille du premier festival à Paris en septembre en disant ça va être le groupe WhatsApp de l'event, mettez-vous dans le groupe et comme ça on vous balance. Ah bah, il est 10h32, c'est l'heure de la conférence bidule, il est 10h45. C'est malin. C'est fité, hein. Donc au début on fait juste ça. À l'event, donc qui était dans l'auditorium des écoles parisiens, je fous des QR codes partout, rejoignez le groupe WhatsApp. Et du coup j'ai comme ça 50-60 personnes qui se mettent dans le groupe juste pour l'event. Et au début mon idée c'était juste ça. Tu vois, il y a zéro méthodo, hein. Vraiment c'était juste ça. Et puis le lendemain, je redescends un peu et je me dis, je vais pas killer le groupe, c'est trop con. C'est sûr. Et donc j'ai continué à regarder les photos. Donc quand j'ai eu les photos du photographe, puis le film, je les balance. Et puis au fur et à mesure, ça s'est construit. Et aujourd'hui, comment tu l'animes alors? Quand j'ai le temps et l'envie. Parce qu'il vit tout seul. Ouais, beaucoup. Maintenant, il vit beaucoup tout seul. Il vit beaucoup tout seul. J'imagine que c'est... alors, on a l'impression de voir... Enfin, c'est quoi? C'est 10% des gens qui sont très actifs, hein, peut-être un peu j'ai pas moins, calculé, mais oui, c'est enfin, une petite partie, un comme dans toutes les noyau, communes. voilà, donc, comme dans tous les communes. Mais ça discute vraiment le bout de gras. Ouais. On est vraiment sur des sujets très techniques, avec on est avec un vrai intérêt du sujet discuté. Et moi, ça m'émeut beaucoup. Quand je vois les discussions avancer toutes seules, ça m'émeut vraiment beaucoup. Déjà, quand je vois des concurrents se parler entre eux, et qui se parlent de manière sympa et cool. Et quand je vois de l'entraide, vraiment, il y a quelques semaines, il y avait une éditrice qui se posait une question sur, elle, en plus un sujet mais très loin de nous, sur la distribution de ces titres dans les aéroports, je crois. Elle me disait voilà comment je peux faire. Et une nana qui vit au Brésil, qui lui répond ah bah tiens regarde moi j'ai fait ça, attention dans le contrat il faut que tu fasses attention à l'alinéa truc et l'alinéa machin, faut bien négocier ça avec tel prestataire et tout. Et j'étais vraiment hyper émue de ce qui s'était passé à ce moment-là, parce que on rend vraiment un service. Enfin, le fait d'avoir créé ça, de mettre les gens en commun, permet qu'ils s'aident entre eux. Et de temps en temps, c'est moi qui peux les aider, et tant mieux, ça donne une bonne image de moi, ça donne une bonne image de Pool. Mais 80% des sujets qui se discutent sur le WhatsApp n'ont rien à voir avec Pool. Et t'as pas de prise de parole récurrente? J'ai essayé. Si j'essaye le mardi et le jeudi de faire une petite revue de presse, genre les 3 liens du mardi et du jeudi. Mais je les vois pas tout le temps. Mais non, parce qu'il n'y a pas de méthodo, encore une fois. Donc c'est quand je dors, j'oublie. Quand j'ai pas le temps, j'oublie. Et voilà. Non, par contre, j'ai fait un petit partenariat que j'aime beaucoup avec les amis de Médiane. Eux, je leur ai filé Enfin, ils font la chronique du jeudi matin. Oui, j'ai vu. D'accord. Et voilà. c'est un partenariat. Ouais, c'est un petit partenariat qui est... Ils prennent ce créneau-là. Et moi, j'essaye de faire le mardi quand j'y pense. D'accord. Et est-ce que tu penses que cette approche-là est duplicable? Et si oui, là je pense aux audiences qui nous écoutent, et si oui, dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Il faut de la spontanéité. Et c'est pour ça que j'ai pas de méthodologie. Je suis sûre que si demain, je fais un Word avec alors le groupe WhatsApp des audiencers, grand 1, petit 2, petit 3, ça marchera jamais. Ça marche parce que c'est moi, parce que je fais des blagues, parce que l'autre jour mon fils a piqué mon téléphone et a posté des emojis. J'ai vu. Je pense que ça marche parce qu'il y a un peu de fraîcheur et qu'on est entre nous. Et aussi parce que j'ai été éditrice moi avant. Et donc il y a une bonne partie des gens dans le groupe que je connais personnellement, qui sont des anciens collègues, qui sont des potes. Je pense que ça marche aussi comme ça. Si j'étais directrice marketing, je sais pas, d'une marque de chaussettes et que je dis on va lancer la commune de la chaussette, en connaissant personne de ma cible, en les rencontrant jamais en vrai, pour moi, l'incarnation, elle est essentielle. S'il y a un conseil à donner, l'incarnation, elle est essentielle. Il faut que vous parliez aux gens, c'est-à-dire des cafés, des restos, tout le temps, pour comprendre quelles sont les problématiques, les inquiétudes du moment, les challenges de la cible du moment, et de le faire avec... Enfin, moi, on fait tout ce qu'on fait avec Madeleine, on le fait avec notre cœur, et c'est le meilleur conseil que je peux donner. Et c'est pour ça que c'est probablement irrégulier parfois, mais un peu frais.
Au passage, ça a boosté ta communauté LinkedIn, d'ailleurs. Ah ouais, grave. Ouais, Ouais. J'ai plein de nouveaux potes sur LinkedIn. Non, mais aussi sur la réaction à tes posts, etc. Bien sûr. Enfin, ta communauté sur WhatsApp, tu la vois aussi dans tes réactions sur Oui, LinkedIn. c'est les mêmes. Ouais. C'est les mêmes. Tu couperas cette partie si tu veux. Mon reach LinkedIn a vachement baissé ces derniers mois. Ça, c'est normal. C'est le reach de LinkedIn au global qui a baissé. Ouais, Ouais. Et je dois avouer que LinkedIn, qui était un canal qui était mon canal numéro 1 de communication avant, l'est plus du tout, parce que je suis très ennuyée mince, comment on appelle ça ? Bref, du filtre algorithmique. Ouais. Alors que quand je parle sur ma commu WhatsApp, je sais que tout le monde va voir mes messages. Ouais. Alors que sur LinkedIn, je comprends plus qui me lit et qui me voit. Mais est-ce que tu considères, et évidemment je ne couperai pas, D'accord. nous on n'est pas payé, enfin si on a un partenariat quand même, si on a un peu quand même, mais on est un peu payé par LinkedIn, mais pas, en tout cas pas sur le podcast. Non, bien sûr, la question n'est pas de, oui, le filtre est complètement, c'est complètement cassé la gueule, mais il y a quand même, une sujet, il y a quand même enfin la question c'est, est-ce que toi sur ton fil WhatsApp, maintenant tu as tous les gens qui t'intéressent, ou est-ce qu'il y en a encore quand même pas mal dans ta cible potentielle que tu n'as pas, auquel cas ça peut être intéressant d'aller les chercher ailleurs. Il y en a plein que j'ai pas, c'est sûr. Mon marché il est beaucoup plus large que les 500 personnes qui sont là. Puisque là c'est en plus c'est que médias, hein, c'est pas. Ouais, là c'est que médias. Non, j'ai la responsable communauté de Conto, par exemple, dans le groupe WhatsApp, qui intervient de temps en temps et toujours, et on la salue, toujours très pertinente. Donc voilà, non, j'ai quelqu'un de Decathlon aussi qui nous a rejoint il y a pas longtemps. Ils sont forts, Decathlon. Et Decathlon, ils sont très forts, ouais. Decathlon, j'aimerais bien qu'ils soient clients, tu vois, par exemple. Ouais. Je le dis, si les gens de Decathlon vont m'écouter. Alors c'est moi un coup de fil. Si, Conto aussi, bien sûr. Oui, mais Conto, ils ont fait leur commu sur Circle, si je dis pas de bêtises. Et c'est bien ça ? Non, je sais plus. Mais je sais pas, je l'étudie. Parce que comment on fait pour faire venir des gens comme les gens qui... parce qu'on peut peut-être, enfin je te laisse peut-être le faire, mais dire quelques noms de gens qui sont dans ta commune, on est quand même sur du haut niveau. Oui, on a les directeurs numériques de toute la presse française, hein, vraiment je pense. On a les gens du Monde, du Figaro, de l'équipe, de Mediapart, du groupe CMI, de Elle, de Reworld. Non, on a tout le monde. Ouais, et pour toi, c'est important. Alors, tiens, je me suis posé la question. Est-ce que, alors, tu filtres évidemment les agences et les vendors. Les vendeurs. Est-ce que tu filtres au sein des équipes ? Non. Donc, non. Par contre, tous les gens qui font partie, qui bossent pour un éditeur, qu'ils soient stagiaires ou big boss, tout le monde est le bienvenu. D'accord, ok, d'accord. Parce que l'idée, c'est quand même d'arriver à maintenir un certain niveau. Et, oui. De temps en temps, il y a des trucs qui sont pas forcément au niveau, mais c'est pas très grave. Enfin, je trouve que la communauté se tient. Et pour l'instant, je trouve que l'état d'esprit est hyper bon et qu'il y a quelqu'un qui est un peu loin du sujet, bim, tout le monde vient remettre le sujet où il faut. D'accord. Donc non, je fais pas de filtre sur la hiérarchie, je fais juste des filtres sur les vendors et sur... en fait, je veux avoir que des éditeurs de contenu. Après, il y a certains éditeurs de contenu qui sont aussi des éditeurs de logiciels. Bon, c'est comme ça. Hein. Et tu as essayé de faire des sous-groupes d'ailleurs. Oui. L'idée, c'est aussi d'essayer de faire venir les gens des marques maintenant sur ces sujets-là, parce que c'est pas du tout les mêmes. Non, c'est pas du tout les mêmes gens. C'est pas pour les mêmes. Dire, en fait, la cible média de marque, on l'a beaucoup étudiée l'année dernière. On a fait 100 entretiens. Notre but, c'était est-ce qu'on a un marché chez les médias de marque ? Tu vois, tu as de la méthodo. Oui, c'est parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Ah, d'accord, ok. Je fais un bisou à Quentin Franck qui fait tous ces rendez-vous. Bisous Quentin. Bisous Quentin. Donc donc Quentin a fait 100 rendez-vous avec des médias pour voir si on avait un marché. La conclusion, c'est que oui, probablement un jour, mais pas là. Donc, cette cible média de marque, j'ai moins investi. Depuis qu'on est arrivé à cette conclusion, j'avais beaucoup investi en termes de contenu quand on a lancé le média il y a 1 an et demi. Et là, j'investis beaucoup moins parce que j'ai l'impression qu'on parle encore dans le vide. Oui, parce que la stratégie, c'est souvent, en fait, effectivement, d'avoir des articles qui vont capter l'attention et ensuite ramener sur d'autres contenus, justement de milieu de funnel, type webinaire, type truc comme ça, pour aller vers de la considération et après du... Ou de nourrir les programmes CRM. Tu vois, une boîte comme Leroy Merlin, je ne les connais pas, Leroy Merlin, mais ils ont des contenus géniaux. Comment tu apprends, en plus, en ce moment, j'ai mon appart. Bref, comment tu poses ton parquet. Ils font des super tutos parquet. Ils ont un super programme de fidélité, Leroy et moi, sur leur carte en magasin. Pour moi, c'est une évidence que sur leur tuto parquet en ligne, il faut qu'ils mettent un registration wall et il faut être membre, Leroy et moi, pour avoir accès au tuto parquet. Pour moi, c'est une évidence.
Ça l'est pas encore, j'ai l'impression, pour ces équipes market. Ou Casto, qui a son média. C'est votre pari. Casto, qui a son média à 18h30. Et j'avais interviewé leur head chef, l'interview était géniale. Lui, il avait un profil plutôt journaliste. Mais du coup, quand je disais, mais tout ce que vous faites là, tous les contenus que vous faites, c'est géniaux, et à aucun moment ça va vers la carte de fidélité en magasin. Pourquoi ? Je sais pas. Enfin, à ce moment-là, en tout cas, j'avais pas eu de réponse. Bon, alors on va aller sur les chiffres. Ouais. Première question. Voilà, avant même les questions de base, je te pose quand même cette question sur le groupe WhatsApp. Est-ce que ça t'a apporté des R1 ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, 1 ou 2 peut-être, mais non, pas beaucoup. D'accord. Mais d'ailleurs, je le travaille pas en ce sens. Enfin, si je commençais à le travailler, le groupe WhatsApp, pour avoir des R1, je pense que c'est la fin du groupe WhatsApp. Et alors justement, donc dans le dispositif, quel a été son apport, enfin outre logique de notoriété très forte là pour le coup. Logique de notoriété, logique de service. Ah bah tiens, ce que font The Audiencers, ce que fait Marion, c'est utile, c'est bien. Donc ça rapproche la cible de moi quand même. Ça me donne une base ça me donne un pouls de ce qui inquiète l'industrie en ce moment et des sujets du moment. Donc ça nous donne des insights pour choisir nos sujets éditoriaux. Ça me donne aussi un accès direct aux gens. Quand on est en processus de vente, avoir les 06 de tout le monde, je disais ça tout à l'heure en déconnant, mais c'est pas une petite mine d'or, c'est une grosse mine d'or. Donc dès que j'ai besoin d'accéder à quelqu'un directement, je pense qu'aujourd'hui j'envoie plus de WhatsApp que j'envoie d'emails. Enfin, c'est sûr même. Alors, parlons des chiffres globaux. Donc, tu as dit, le groupe WhatsApp, c'est 500 personnes. C'est à peu près entre 150 et 200 personnes qui vont à tes événements, à chaque événement. Effectivement, on voit d'ailleurs sur les vidéos. C'est quelle audience, le site ? Aucune idée. Tu regardes pas ça ? Tu vas pas me croire, mais GA est tombé il y a quelques mois et j'ai jamais le temps de m'en occuper et je m'en fous complètement. Ah oui ? Donc je pense que c'est quelques milliers de personnes par mois. Mais j'en sais rien. Non, mais un jour, je vais prendre le temps de réparer GA. Mais justement, tu traques pas la cascade parce qu'il y a quand même un moment où justement, le R1, c'est aussi le fruit d'un funnel. Donc, on est d'accord. Oui, si, il faudrait, mais pour le moment, c'est pas ma prio. Moi, ce qui m'intéresse, que je traque, c'est les leads qui arrivent dans HubSpot, dans mon CRM. D'accord. Et bien sûr, ce serait bien de travailler au-dessus. Ils arrivent comment ? Ils arrivent par tous mes contenus qui sont gaietés. D'accord. Par mes data walls. Et là, je suis en train de travailler. On a lancé le login juste la semaine dernière, qui est encore un peu buggé, là, donc je suis en recette. Mais là, d'ici les prochaines semaines, tu pourras plus accéder à The Audiencers si tu n'as pas un compte. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu peux me dire combien quel est le volume de leads que ça génère ? C'est 200 leads par mois, à peu près. D'accord. 200 adresses mail qui rentrent par mois, donc 200 contacts individuels. Donc, c'est pas forcément des boîtes. Ouais, t'as combien de personnes dans ta newsletter ? 100 000, là, à peu près. 100 000 ? 5 000. 5 000, ah oui. Ça aurait été bien, 100 000. Ah, c'est pas mal. Non, 5 000. 100 000, tu nous aurais doublé en moins de temps. D'accord, félicitations. Merci. D'accord, 5 000. Ouais. Okay. Et donc, vous êtes sur un rythme de croissance de à peu près 200. 200 par mois, à peu près 200 personnes. Et sur ces 200 personnes, combien sont à peu près qualifiées ? On compte le nombre de boîtes là-dedans, de boîtes qualifiées. Donc parfois, on a 3 personnes de la même boîte qui s'abonnent. Comment on a, je sais plus. Ça, c'est con, j'aurais pu vérifier avant de venir. Mais je sais pas, à la fin, on a 20 R1 par mois à peu près. 20 R1 par mois, 20 d'accord. R1 par mois. Ok, donc 10% des contacts, alors c'est peut-être pas les mêmes. Parce que après, t'as toujours les mêmes problèmes d'attribution vente, aussi, tu vois. Est-ce que tu sais, est-ce que ça vient direct de The Audiencers, est-ce que ça vient de LinkedIn, est-ce que ça vient de... Mais ça vient quand même globalement du bruit que tu fais. C'est-à-dire qu'en fait, t'as vu un avant, un après. Ah bah oui. Ah ouais, ça c'est clair. Depuis qu'on est sur The Audiencers. Mais surtout, les R1, on les traque de plein de façons. On a les R1 qui tombent from the sky, on les appelle. Donc les from the sky, ceux qui viennent de l'adbound. On faisait encore de l'adbound jusqu'à il n'y a pas longtemps. On n'en fait plus du tout. Zéro paid. Zéro paid. J'en ai fait un peu, je n'ai fait que perdre de l'argent. D'accord. Tu vois, l'argent, tu le jettes par la fenêtre. Voilà, c'était ce que je faisais. Via les events, via les machin. Ce qu'on a vu, en fait, c'est quel canal ? Tu étais sur quel canal ? Google. On a fait un peu de LinkedIn et surtout du Google. Ok. Et c'est les R1 from the sky, en fait, qui montent petit à petit. C'est-à-dire les R1 qui tombent de on ne sait pas où. Et le on ne sait pas où, c'est le bruit général qu'on fait. Voilà. Donc je ne sais pas exactement l'attribuer. Je pense que personne ne sait vraiment l'attribuer. Mais on est content.
D'accord, donc ça c'est la métrique principale, donc c'est le nombre de leads et le nombre de R1. Ouais. Et aujourd'hui, peut-être une dernière question sur la répartition, c'est essentiellement médias quand même. C'est même quasiment que médias. D'accord. Ça veut dire que sur la marque, comme tu le disais, vous temporisez. En fait. J'ai baissé. J'ai baissé l'investissement. Mais le marché, propose en fait une croissance suffisante sur le marché des médias. En France, non. En France, non. D'où l'international. D'où l'international, ouais. D'accord. Ok. Voilà, donc d'où on baisse le francophone et on augmente l'inter et l'anglo. Est-ce que vous avez d'autres actions marketing en dehors de cette action autour de The Agencers ? Moi, je travaille beaucoup, et là pour le coup, c'est que moi, autour de la communauté client. D'accord. Donc d'essayer de faire la même chose que The Agencers, c'est une communauté. Il y a des clients à nous dedans, mais il y a aussi plein de gens qui ne sont pas clients, plein de gens qui probablement ne le seront jamais. Et on essaye d'animer une communauté client, donc par les mêmes canaux, c'est-à-dire par les mêmes WhatsApp. moyens, WhatsApp, du contenu, des events, on fait des workshops que pour les clients pool, on fait du contenu, des livres blancs, des machins que pour les clients pool. Donc c'est le success management, tu dirais ? Ouais, c'est ça. Et là tu travailles la rétention en fait. Exactement, ouais. D'accord. Ah ouais, Okay. donc j'ai The Agencers d'un côté pour l'acquise et j'essaye de faire la même chose côté rétention. Un peu moins développé, c'est ça ? Pour l'instant, un peu moins développé parce que je viens de démarrer. Enfin, ça fait quelques mois. Et puis, je suis tout seul pour le coup à faire ça parce que nos clients sont majoritairement francophones aujourd'hui. Et donc, avec notre équipe Customer Success, on essaye de faire des trucs cool. Ok, alors avant de passer en fait à ta routine éditoriale, c'est quoi la suite ? Alors, tu as dit donc tu vas lancer un live. Donc on va lancer un live et le but c'est de continuer de se muscler là-dessus. Nous on est hyper contents The Agencers nous apporte beaucoup plus que ça nous coûte pour commencer. Grâce au sponsoring des events, si tu veux qu'on parle popote, on est largement bénéficiaire. Donc en fait notre stratégie c'est ça, marketing... parce que j'ai vu, on n'en a pas parlé effectivement, j'ai vu que tu avais un partenaire, donc c'est ARCXP, je sais pas. ArcXP. ArcXP, je connais pas. Tu le connais pas ? Non, c'est un CMS. Ah d'accord, c'est le CMS du Washington Post qui a été développé en interne au Washington Post. Ah bah non, tu vois, je connaissais pas le CMS du Washington Post. Et qui est vendu en standalone à plein de monde. D'accord. Et le CMS de tout un tas de médias, en France notamment du Parisien. Tu les as appelés, tu leur as proposé de sponsoriser l'événement, des choses comme... Non, mais non, c'est encore mieux. Tiens, ce que ça nous apporte, un jour, je vois la directrice produit de l'Express sur LinkedIn qui dit « Ah, on a migré de CMS ». Anna Sillard. Je ne connaissais pas Anna. Je mets un MP à Anna sur LinkedIn. Coucou Anna, trop bien, vous avez changé de CMS, est-ce que je peux t'interviewer ? Moi, je connaissais Arc de loin, mais sans plus, je savais juste que c'était un CMS. Et je demande à Anna de l'interviewer, elle était ravie, l'interview était géniale, cette fille m'a raconté des trucs super. Et après, Arc a vu l'interview, ils étaient contents, et c'est eux qui nous ont proposé qu'on se parle. Et après là j'ai commencé à réfléchir un peu, je me suis dit c'était une bonne idée de faire ça. Finalement. Mais c'était encore une fois super spontané. Et ils ont couvert quoi sur les événements de ta tournée américaine ? Arc, on a un bon partenariat avec eux depuis plusieurs mois maintenant. Ils financent une partie des événements et puis en échange ils peuvent être présents. Ah oui, parce que les événements, j'ai oublié de dire que c'est uniquement les publishers. Il y a 0 vendor, 0 consultant qui peut être là, sauf à être partenaire de l'événement. Donc ça veut dire que déjà ils ont le droit de venir aux événements. Donc d'être au milieu de 150 publishers. Et puis ensuite, ils ont des sessions sur scène où ils peuvent présenter à Madrid. Ils ont fait un truc génial. Ils ont fait venir leurs clients de Metro World News du Chili, Santiago. Il s'appelle Vicente. Et Vicente a raconté comment ils ont branché ChatGPT pour faire de la traduction instantanée des contenus de métro dans leur CMS. Donc comment ils ont lancé ChatGPT et Arc pour que les contenus qu'ils produisent en espagnol soient immédiatement traduits dans tout un tas de langues parce que métro est international. Bon, c'est quoi ta routine éditoriale, Marion ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que je lis ? Qu'est-ce que je lis ? Je lis les newsletters classiques de l'industrie. Je lis un peu Digiday, je lis Story Jungle, je lis Mind Media, qui sont des clients aussi. The Fix, cherchez leur nom, nos amis d'Ukraine, The Fix, Innovation, Nieman Lab, bref, les newsletters de l'industrie. Et ensuite, avec Madeleine, on se fait un point tous les lundis sur le programme éditorial à venir. J'essaye de tenir ma revue de presse du mardi sur le WhatsApp. Voilà. J'essaye de tenir ma newsletter à écrire moi, mais là, ça fait bien 3 mois que je ne l'ai pas envoyée. Et puis moi, j'ai l'impression que mon job principal, c'est de prendre le pouls. Et donc,
ma routine, c'est d'essayer de blinder mon emploi du temps de café et de déjeuner. C'est la stratégie 2024. Parler à un maximum de gens pour comprendre leurs problèmes du moment. Donc tu contactes sur WhatsApp les différentes personnes de ta communauté, tu leur proposes en fait un café, un déjeuner. Ouais, c'est ça, un café, un déjeuner, d'aller promener nos mômes ensemble le week-end. Donc je fais ça parce que j'ai envoyé à Gladys tout à l'heure, qui est une cliente, ce matin dans le métro. Je lui ai dit « Gladys, tu fais quoi avec tes mômes ce week-end? Tu veux pas qu'on aille faire un truc ?» Et elle m'a répondu « Bah non, ce week-end, j'accouche. » Alors j'ai dit « Ah bon, bah tant pis, good luck. » Week-end d'après, elle. Du week-end d'après. Bon, moi, les miens, ils sont grands, là. Ça va être compliqué de proposer, faire cette proposition, en tout cas. Je ne sais pas s'ils voudront. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Marion, pour avoir répondu comme ça, avec beaucoup de transparence à l'ensemble de mes questions. Je ne sais pas si ça va intéresser, si ça va être utile à beaucoup de monde. Ça va intéresser beaucoup de gens, parce que je pense qu'on est vraiment sur, effectivement, une démarche de brand content hyper large et quand même très réussie, puisque tu arrives à dialoguer avec... tu as réussi à créer une communauté de clients. C'est ce que veulent faire les gens. Oui. Mais je pense encore une fois que la principale difficulté, si demain je décide d'aller élever des chefs dans le Larzac, je pense que c'est très intuitif personnel. Et pareil pour Madeleine sur la communauté anglophone. Donc tout passe par le talent en fait, trouver en fait la personne qui va être capable de personnalité créer, en tout personnalité. Cas. Ouais. D'accord. Et si on bascule, faut trouver une autre personnalité qui est capable aussi de rassembler et de faire les mêmes vannes pourries qui réunissent tout le monde, quoi. Écoute, alors bon, voilà, donc être capable de faire les mêmes vannes pourries, elle est bien la strat. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup. De rien, Gilles. Merci beaucoup. Donc Marion, on te suit sur LinkedIn, mais tu y es moins, mais on te suit quand même sur LinkedIn. Et WY2S. Et voilà. Et pour ceux qui sont dans l'industrie, on te suit sur le fil WhatsApp, et puis on te suit bien sûr sur The Audiencers et sur ta newsletter. J'ai tout dit. C'est parfait. Merci Gilles. Merci Story Jungle.